Donc bonjour à tous, vous êtes bien sur le séminaire d'industrie.org, le premier réseau social des industriels. Industrie a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets de transformation vers l'industrie du futur. Vous trouverez sur la plateforme industrie.org vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec les grands acteurs de l'industrie, comme ce jour. Donc, je suis Jean-Philippe Lorinquer, je suis en charge de cette belle communauté avec Ashok, qui est l'homme de l'ombre bien connu de tous nos membres. Aujourd'hui, pour notre 18e, et oui, déjà 18e webinaire d'avant l'été, à nouveau, j'ai un invité un peu particulier. J'ai l'honneur et la chance de recevoir celui qui aide de nombreux industriels à se transformer, qui est le premier vendeur de livres sur l'industrie en France et surtout l'ami personnel d'Elon Musk. Bonjour, Mickaël. Comment vas-tu? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Écoute, je vais très bien. Je vais encore beaucoup mieux que ce matin depuis qu'on se parle, Jean-Philippe. Oh, c'est fort, c'est fabuleux. Donc, écoute, évidemment, je tiens à te remercier de prendre du temps pour échanger avec nous et les membres. On va passer un petit moment ensemble et après avoir planté un peu le décor sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, je ne sais pas encore, mais on va également surtout parler de l'état de la digitalisation et de l'industrie 4.0 en France et en Europe, et également voir comment les industriels peuvent s'inspirer de la méthode Elon, donc qui est le nom de ton nouveau livre, qui porte évidemment sur Elon Musk, pour assurer le succès de leur transformation digitale. Donc, bref, plein de sujets qui nous tiennent à cœur, mais j'aimerais d'abord qu'on apprenne à te connaître. Et si tu peux te présenter, dire un peu d'où tu viens, ce que tu as vu, ce que tu as vécu au cours des 20 dernières années que représente ta carrière. Ah oui, ça commence à passer. Ouais. Ouais, ça commence même il y a 46 ans en fait, parce que je pense que le lieu de ma naissance n'est pas complètement neutre par rapport à mon Ouais, parcours. En fait, je suis né dans les Vosges il y a 46 ans, et en fait, les Vosges a cette particularité d'avoir été dans les années 70 le département le plus industriel de France. ah oui, En fait, tout l'Est et puis le Nord, évidemment, avec la sidérurgie, et puis tout. Moi, c'était dans les Vosges, c'était la vallée de la Moselle, qui était très industrielle. Donc, en fait, dans ma famille, il y avait beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de gens qui vivaient de l'industrie, qui étaient d'ailleurs souvent paysans le matin et ouvriers l'après-midi, en fait, ouais. ce genre de famille. Euh, et euh, Un peu comme l'horlogerie dans le Jura. ouais, un peu pareil, ouais, c'était un peu ce modèle-là. Et Ouais, en fait, j'ai vu personnellement, et petit à petit, en fait, parce que ça n'a pas été une rupture franche, en fait, c'est quelque chose qui s'est délité dans le temps. J'ai vu personnellement ce qui se passe dans ce genre de territoire quand l'industrie disparaît, quand les usines disparaissent. Alors, c'est pas uniforme, évidemment, parce que même si on prend un territoire comme les Vosges, il y a des territoires qui restent industrialisés. Il y a des villes comme à côté d'Épinal, comme Golbey, qui restent industrielles. Donc, il y a des pôles, il y a des poches qui restent industrielles. Il y a quand même eu toute une désindustrialisation le long de la vallée de la Moselle, et ça a eu des conséquences qui étaient relativement dramatiques. Enfin, on voit petit à petit tout ce qu'on entend dans les médias, mais qui est quand même, quand on le vit dans sa chair, c'est différent de le lire en fait dans un article de ouais, presse, en fait, où on voit tous ces villages, toutes ces villes de taille moyenne, en fait, de 20 000 habitants, parfois moins, en fait, parfois 1 000, 5 000 habitants. Ou quand je prends une ville de 5 000 habitants, c'était plutôt, il y avait des commerces, il y avait des pharmacies, il y avait des médecins, enfin, etc. Et puis tout ça, petit à petit, ça disparaît ou ça réduit très, très largement. Et puis quand on prend des villes plus grandes, 20, 30 000 habitants, c'est en fait les usines qui sont remplacées par des centres commerciaux. ouais. Et en fait, la distribution qui prend la place de la transformation de la matière. Et moi, personnellement, ça m'a petit à petit conforté dans le fait que j'avais envie de travailler dans ce secteur-là, qui est un secteur qui, pour moi, est fondamental pour, bien sûr, maintenant pour la planète, mais à l'origine plutôt pour l'économie et puis pour l'équilibre entre les territoires. Parce que historiquement, c'était vraiment l'industrie où il y avait les centres de décision qui étaient plutôt dans les métropoles et les usines qui étaient dans les territoires périphériques. Et donc, il y avait un flux assez naturel en fait entre les deux qui faisait un espèce d'équilibre. En fait, les deux avaient besoin l'un de l'autre. En fait, avec la mondialisation, il y a plutôt eu les métropoles qui ont été ensemble, les pôles qui ont cru énormément et qui ont mis en concurrence les périphéries. Ce qui fait qu'en fait, les périphéries françaises, par exemple, étaient en concurrence avec des pays à bas coût. Et donc, Ouais. quelque part, il y a eu c'est pas aussi caricatural que ça, mais un abandon des territoires périphériques par les métropoles qui ont préféré se concentrer sur le mondial par rapport à ce qui était Ouais, plus protel, quoi. Bon, bref, c'est un peu tout le combat de ma vie. Et en fait, c'est pour ça que je me lève le matin. ouais, mais c'est Après, important. Ouais. si on parle plus de ma carrière, j'ai commencé, alors là, pour le coup, hyper classique, dans l'industrie, en production. D'ailleurs, je vois qu'il y a Non, mais Jean-Baptiste. attends, c'est quand même surprenant parce qu'on est de la même génération. Ouais. Je ne vais pas donner nos âges parce que maintenant, on a des pudeurs de Bah, c'est trop tard, gazelle. je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on connaît Et ton âge. merde. Euh, Quand on est. Donc, toi, tu as fait une grande école d'ingénieur.
quand on est notre génération, Ouais. la communication qui est autour de l'industrie à un moment donné, c'est on voulait un pays sans usine, faiblesse. Merci Serge, si tu nous regardes. Si tu finissais à l'usine, c'est que tu étais le dernier de la classe, c'est que tu étais un sombre crétin. Donc il y avait quand même un environnement de communication et un storytelling autour de l'industrie qui n'était pas favorable. Et toi, tu décides de commencer par ça et de partir là-dedans. Alors que tu aurais pu tout à fait démarrer dans une banque ou cabinet de conseil où tu aurais gagné probablement mieux ta vie et tu te serais moins fait chier. Qu'est-ce qui a été le déclic pour basculer? Bah, d'abord, j'avais envie de faire un métier de terrain et de faire quelque chose de concret. Donc, je pense que là, quoi qu'il arrive, l'industrie, c'était un secteur qui était assez porteur pour ça. Et puis après, je pense que j'ai été, comme beaucoup de gens, je pense, qui sont là autour de cette caméra, j'ai été tiré par d'autres personnes en fait qui m'ont inspiré dans ce secteur-là. En fait, quand j'ai commencé à bosser dans l'industrie, j'ai commencé chez Michelin, c'était un stage en Irlande du Nord. Là, j'ai rencontré des gens que je trouvais incroyables. Et surtout, ce qui m'a énormément plu, c'est que dans une usine, pour moi, c'est un des derniers lieux de la société où tu rencontres des gens qui sont très différents, enfin, qui viennent de couches sociales différentes, qui viennent de milieux différents, et qui sont aussi, c'est très, du coup, très étagé, parce qu'une usine, c'est quand même, ça peut être très gros. En fait, il y a des usines qui vont jusqu'à 10 000 personnes. C'est une sorte de mini-société. Donc, et c'est pas un monde de bisounours, il y a plein de tensions, mais en fait, on apprend à gérer ces tensions à l'intérieur, des tensions entre le business et le bien-être des équipes, entre l'actionnaire et puis ses équipes, entre la qualité et puis la rapidité. Enfin, il y a plein de tensions dans tous les sens, et en fait, c'est un dialogue permanent pour optimiser ces tensions, et ça, j'ai trouvé ça passionnant au niveau purement sociologique, on va dire. Ouais. Et puis, il y a bien sûr des gens qui m'ont inspiré. J'ai eu plein de, que ce soit mes chefs ou alors pas, ou alors d'autres personnes tout simplement qui étaient dans les entreprises ou en dehors des entreprises, mais qui m'inspiraient au quotidien. Donc c'est ça qui m'a conforté. Après avoir fait ces premiers stages, et ces premiers stages, je les ai plutôt faits parce que j'avais envie de faire quelque chose de concret et qui était en lien avec la problématique que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Et alors, du coup, tu te dis, bah, ça me passionne tellement que je vais commencer par une des industries les plus simples, les plus soft, où c'est le plus facile de commencer, l'auto. Ouais, je vois qu'il y a Jean-Baptiste Vernico qui est là. C'est marrant parce qu'on était dans la même usine et on a commencé. Enfin, il est un petit peu plus âgé que moi, je crois, Jean-Baptiste, donc il était déjà là. Mais Et en plus, et en plus, tu balances. je C'est balance, sympa. je balance d'idées. Mais en gros, on était quand même tous les deux jeunes ingénieurs dans la même usine, c'est la Reine de la Jeunesse en Bretagne. Donc, plutôt sympa de commencer en Bretagne. Ça, je recommande. Pas pour l'aspect boulot, mais pour l'aspect à côté Si du tu te boulot. décales un tout petit peu, on verra d'ailleurs que tu as gardé des traces. Décale ta tête juste 2 Ah oui, secondes pour que les gens puissent le voir. le homard. Le homard. Mais, C'est pas des cornes, hein, je préviens les gens, c'est pas des cornes que tu as au-dessus de la tête, c'est des pinces. et donc, non, mais en fait, l'auto, alors là, c'est plus un truc d'enfant, en fait. C'est que j'ai toujours aimé les voitures. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est pas très bonne presse aujourd'hui de dire qu'on aime les voitures, mais ça fait rien. Je le revendique quand même, j'ai toujours aimé les voitures. Et donc, j'avais envie de commencer par un secteur qui m'inspirait. Donc, l'auto, ça m'inspirait. Donc, voilà, donc j'ai commencé par là. Et ça a été une super expérience, pas forcément facile parce que, en fait, je suis rentré sur un rôle transverse de gestion de projet. Il fallait que je mette en place de la TPM, donc un truc plutôt de maintenance, mais assez, où on peut rentrer dans le sujet petit à petit. Et en fait, au bout de 6 mois, mon chef a eu un problème, j'ai dû le remplacer. Et mon chef, il avait 50 personnes qui étaient des techniciens, donc plutôt des gars assez chevronnés, quoi, des bacs +2 et plus, et qui étaient donc des costauds de l'automatisme, de la mécanique, d'électriciens. Et j'avoue Sympa le que bizutage. j'avoue que franchement, je comprenais à peu près 30 à 40% de ce que les gens me disaient, quoi. Donc c'était quand même assez difficile au début. Ça a énormément forcé à l'humilité. Vraiment, pendant les trois premières années, du coup, de fait, j'ai été obligé d'avoir un management très par le bas parce que de toute façon, j'étais incapable de m'en sortir tout seul. Donc, c'était juste de la survie. Mais ça a été hyper intéressant et ça a été aussi difficile qu'intéressant parce que c'est un métier qui est très tendu. Enfin, Jean-Baptiste pour en parler. Jean-Baptiste était en logistique, moi j'étais en maintenance. Donc, les deux métiers sont des métiers tendus, mais la maintenance dans une ligne auto, pour ceux qui connaissent pas, donc une usine d'assemblage terminal, c'est quand il y a un arrêt de la ligne de fabrication, 1 minute, ça coûte 3 000 euros. Donc, en fait, les euros montent très vite. Donc, en général, au bout d'un quart d'heure, il y a le N+2. Au bout d'une demi-heure, c'est le N+3. Et puis, moi, le pire cas qui m'est arrivé, c'est qu'on a arrêté la ligne pendant 2 jours à cause d'un moteur qui avait pété. Et en fait, bien sûr, ça a remonté carrément au PDG de PSA, quoi. Donc là, en fait, quand ça arrive, là, je n'étais pas persuadé que j'allais me faire virer, quoi. C'était assez formateur. Ouais. Euh, voilà. Et pourquoi tu t'es pas fait virer finalement? C'est quelle culture? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est pas moi le fusible qui a dû le prendre le plus. À mon avis, mon chef a dû prendre assez cher. Il n'est pas été viré, mais je pense qu'il a dû prendre assez cher aussi.
Il y avait quand même entre moi et déjà le directeur de l'usine, il devait y avoir déjà trois niveaux. C'était une usine où il devait y avoir au moins 7 niveaux. Il y avait 10 000 personnes quand même dans l'usine. Donc, entre moi et le directeur industriel, il y avait suffisamment d'étages en fait, pour que ce ne soit pas moi qui saute, je pense. Mais ceci dit, bon, j'ai quand même pris pour moi en fait, le problème, évidemment. C'était moi qui étais responsable en premier lieu. Quoi. Donc voilà, donc ça m'a forcé à une vraie réflexion. Et en revanche, ce qui a été hyper intéressant dans cette aventure, c'est que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense et avec autant un esprit d'équipe aussi fort que dans cette situation de crise. Alors, c'est souvent ce qu'on dit dans les situations de crise, mais ça a créé quelque chose dans l'équipe qui a permis derrière d'avoir une performance que j'aurais pas pu soupçonner si cet événement-là n'était pas arrivé. Donc, de quelque chose de très négatif est né quelque chose d'hyper positif derrière. Quoi. Et tu es resté donc combien de temps chez PSA? 6 ans en tout. Bon. Où j'ai Et après, tu as basculé dans le monde terrible du conseil? Ouais, et alors en Alors, plus, pas chez n'importe qui en plus. en plus, chez le grand méchant loup, McKinsey, qui fait parler de lui régulièrement en ce moment. Ouais, en fait, ce qui m'a plu dans ce qu'ils m'ont proposé, c'est que ça permettait d'ouvrir largement en fait sur. Je voulais toujours continuer à transformer l'industrie. Et le sentiment que j'avais en fait chez PSA à ce moment-là, c'est que c'était très, tu es dans un couloir et en fait, reste dans ton couloir quoi. Donc, si tu veux évoluer, tu vas évoluer en grimpant les étages petit à petit. Et ça me paraissait pas facile de cheminer. Il y avait sûrement des chemins que je comprenais pas, hein, parce que j'étais dans la mine entre guillemets. Mais en fait, moi, j'avais vraiment envie d'apprendre plus largement sur le secteur industriel, sur les métiers, de comprendre. J'étais prod, donc très terrain. J'avais envie de comprendre aussi tous les autres métiers qui sont aussi très structurants dans l'industrie. Donc voilà, quand j'ai été chassé par McKinsey, j'ai passé quelques entretiens. Enfin, au départ, je t'avoue que quand ils m'ont appelé, je connaissais même pas McKinsey, donc là, c'était un peu la honte. Mais le bon bourrin qui est dans son usine, quoi. Et j'aurais jamais imaginé faire du conseil, en fait. Et en fait, c'est encore une fois, en parlant avec des copains que je me suis rendu compte que ce serait une connerie de refuser, quoi. Donc voilà, donc j'ai passé les entretiens, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit, donc j'y suis allé. Donc là, tu vas y passer combien de temps et qu'est-ce que tu y apprends? 5 ans, et ce que j'y apprends, c'est comment est-ce qu'on gère à l'échelle un groupe de taille mondiale, quoi, ce qui est à la fois complémentaire et à la fois très différent des problématiques de terrain. En fait, il y a toujours cette tension entre le local et le global. Ouais. Et je pense que les deux ont toujours un peu de mal à se comprendre. En fait, quand on est dans un endroit très local, on ne comprend pas les décisions qui sont prises d'en haut parce qu'elles sont souvent mal expliquées. Et puis, ça ne fait pas forcément sens au niveau local parce que c'est une optimisation globale. Ouais. Et au même côté, quand on est très en haut, on peut parfois être un peu déconnecté du terrain, donc prendre des grandes décisions, croire que ça va être appliqué un peu en mode, en mode gouvernement français. Je fais une loi, donc oui, ça va marcher, les gens vont pas, quoi. Et du coup, je trouve que d'avoir eu d'abord l'approche terrain et d'avoir ensuite une approche McKinsey, où on était quand même sur de la transformation de terrain, mais on avait accès à des gens à qui moi j'aurais jamais pensé parler, quoi. Enfin, chez PSA, j'ai même pas serré la main du directeur industriel une fois en 6 ans, quoi. Alors que j'étais, voilà, mais c'est normal, le gars, il doit avoir 100 000 personnes en dessous de lui. Et là, en fait, chez McKinsey, j'ai eu accès à des directeurs industriels, j'ai eu accès à des PDG. Enfin, à un moment donné, j'ai fait une mission pour Philippe Petit-Pelin, quoi, qui était qui est devenu ensuite le PDG de Safran. Enfin, je lui parlais tous les jours, quoi. Donc, c'est complètement différent. Et ça force énormément à se développer soi-même. Parce que, évidemment, ça fait travailler sur comment je communique, qu'est-ce que je communique, comment être pertinent, comment très rapidement apporter un impact sur un sujet complexe. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais. Et du coup, l'impact, c'est ce qui t'a drivé ensuite de dire, bon, je me laisse porter par l'entrepreneuriat, je sors de Mac, mais je vais continuer à faire de l'impact, mais différemment. En fait, ce qui m'a bloqué personnellement chez McKinsey, c'est que je trouvais que quand on monte dans les étages, c'est de moins en moins entrepreneurial, en fait. Et en fait, il y a cette fibre-là qui est née. En fait, c'était à la fois la rencontre avec David et Frédéric, les deux personnes avec qui j'ai créé OPO, qui fait qu'on a mûri un projet qui était vraiment très centré sur l'industrie, alors que McKinsey est vraiment sur plein de secteurs, en fait. Donc, nous, on voulait vraiment bosser sur l'industrie. Et on voulait bosser pour des boîtes de grande taille, mais aussi des boîtes de petite taille, et notamment des PME, des ETI, puisqu'on pense que c'est ça qui crée la valeur dans les filières. Et puis, par ailleurs, c'est forcément ces grosses structures, c'est tellement structuré que quand on monte, on doit se spécialiser énormément en termes de secteur, en termes de sujets, en termes de clients. Et puis, plus on monte, en fait, plus quand on veut aller travailler pour un nouveau client parce qu'on adore ce qu'il fait, on adore son secteur, on peut pas y aller parce qu'en fait, c'est déjà verrouillé par d'autres personnes dans l'organisation. Donc, voilà, on a beaucoup moins de liberté, en fait, même si on apprend beaucoup aussi. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais nous, on a eu envie de se lancer dans quelque chose qui était. Alors, c'était une grosse prise de risque parce qu'on est parti sans client, sans rien. Donc, pendant 6 mois, on a enfilé des perles, hein, pour être clair. On s'est pris vent sur vent, quoi. On appelait des PME, des ETI, on disait qu'on était des ex-McKinsey, les gens disaient qui McKinsey, on ne sait pas qui c'est. Enfin, voilà. Donc, tout le monde s'en foutait totalement de ce qu'on avait fait avant, évidemment. Donc, on a quand même galéré.
Et puis, on a fini par avoir des premiers clients, ça s'est bien passé. Et puis, le bouche à oreille a fait que ça a fini par prendre, quoi. D'accord. Et donc là, maintenant, l'aventure OPO, elle existe depuis combien de temps? Ça fait 10 ans maintenant. Donc, ouais, OPO, c'est bien lancé. Et vous êtes combien maintenant? On a passé le cap des 50 en début d'année, là. Donc, voilà, on continue à croître de 10-15% par an. Mais on commence à avoir une taille qui est intéressante pour couvrir justement le secteur industriel européen, quoi. Du coup, moi, ce qui m'a attiré dans le fait de t'inviter, évidemment, au-delà du fait que je te connaisse et que je connaisse tes livres, c'est il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que tu passes un temps de dingue dans les usines en France et en Europe. Et j'aimerais qu'on aborde maintenant la deuxième partie, qui est parler un peu de la transformation digitale et de l'usine du futur et de ce que tu constates toi, en tant qu'état des lieux. Mais avant de parler de cet état des lieux, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la définition parce que du 4.0, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous au clair sur le 4.0. Maintenant, on parle même de 5.0. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition de ce qu'est le 4.0 Ouais. aujourd'hui? Bah, après, il y a plein d'éléments un peu de marketing dans tous ces noms. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est quand même. Enfin, je vais pas dire que c'est pas utile, hein, parce que je pense qu'avoir un nom, parfois, ça permet quand même d'aligner les gens sur quelque chose. Donc, je dis pas que c'est pas bien. Donc, le 4.0, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est resté dans les têtes. Et donc, je trouve ça plutôt bien en tant que tel, même si je suis pas forcément attaché à des marques ou des choses comme ça. Les labels. Ouais, des labels. Ouais. Après, pour moi, en fait, à la fin, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça permet de créer, quoi, comme valeur. Donc, c'est surtout ça qui est important au-delà des côtés. Est-ce que c'est mieux 4.0 ou de parler d'autres choses, quoi. Et pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de réussir à hybrider deux mondes qui ont du mal encore aujourd'hui à se parler parce que c'est des cultures différentes. Et par contre, c'est deux mondes qui peuvent s'apporter beaucoup, qui est le monde de l'industrie classique, de la transformation de la matière, des flux physiques, et le monde de la tech, qui est plutôt le monde des flux d'information. Et en fait, de le faire avec ce que la tech moderne apporte. C'est-à-dire que l'industrie, c'est pas que l'industrie, c'est pas automatisé sur les flux d'information. C'est même le premier secteur qui a commencé à mettre des gros systèmes. Donc, il y a des gros systèmes, il y en a plein. Pas des ERP, des CRM, il y a tout ça, des MES. mais en fait, le problème, c'est qu'on a vécu avec des systèmes qui se sont peu remis en cause, en fait, et des fournisseurs qui sont peu remis en cause pendant trop de temps. Et donc, en fait, il y a énormément de dettes par rapport à ce qui se passait ailleurs dans la tech, qui était très drivée, elle, par le consommateur final et qui commençait à vendre d'autres choses en direct. Et donc, il y a eu un décalage qui s'est fait petit à petit entre le monde de l'industrie qui avait en fait cette IT-là qui s'en contentait et puis qui voyait ça un peu comme une boîte noire, c'est-à-dire que c'était un peu un mal nécessaire. Bon, j'ai mon usine, c'est surtout ça qui est important, j'ai mes flux de matière, mes coûts, ma qualité, etc. Puis à côté, j'ai mon IT. Bon, il faut bien que j'ai l'IT de toute façon parce qu'il faut bien que j'ai un minimum d'automatisation des flux d'infos. Mais c'est pas pour moi un sujet d'innovation, l'IT. C'est un truc, c'est comme de l'infrastructure, c'est comme mes murs, quoi. C'est comme mon énergie. Voilà, c'est un truc de base. Et en fait, c'est sortir de cette vision de l'IT et comme l'énergie ou l'eau. L'IT, c'est créateur de valeur, en fait. C'est de la tech, ça peut me faire prendre de l'avance à la fois sur mes modèles d'affaires et ma compétitivité. Donc, j'ouvre la boîte, mais par contre, ouvrir la boîte, ça fait mal parce que quand j'ouvre la boîte, je me rends compte qu'il y a plein de problèmes potentiels que j'avais pas vus avant. Donc, en fait, je me mets face à des problèmes que je savais pas que j'avais. Donc, j'ai pas forcément envie de l'ouvrir, cette boîte. Et donc, c'est ça, là, le 4.0, c'est vraiment l'hybridation de ces deux mondes, quoi. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que cette hybridation, elle n'est pas seulement sur les ops, elle est aussi sur le modèle d'affaires, comme tu l'évoquais. Ouais, c'est même d'ordre 1 parce que pour moi, les secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui, l'auto par exemple, hein, que je connais bien, c'est vraiment parce que c'est le modèle d'affaires qui est en train de changer, quoi. Donc, c'est clair que il y a 10, 15, 20 points à aller chercher sur la structure de coûts et puis sur l'agilité, quoi. Donc ça, c'est vraiment plus la compétitivité. Puis il y a d'autres choses qui sont pas forcément du financier, hein, de la traçabilité, de la décarbonation, de l'attractivité. Donc il y a plein de choses quand même à aller chercher sur la compétitivité. Mais sur les modèles d'affaires, c'est quand on accompagne chez OPO sous quelques industriels depuis 1 ou 2 ans qui veulent justement pivoter vers de nouveaux modèles d'affaires, donc qui soient plus drivés par la donnée. Et quand on fait ça, c'est souvent, on va pas chercher 1 ou 2% de relais de chiffre d'affaires, on va plutôt chercher 15 à 20%. Donc c'est pas transfo, ouais. c'est pas petit, c'est pas petit. Ça veut C'est dire pas que c'est vraiment tactique, c'est stratégique. Ouais. ouais, c'est stratégique très clairement. Et puis en plus, ça permet potentiellement de préserver son business cœur, même si aujourd'hui ça paraît être un truc à côté, c'est sûrement ce qui va devenir petit à petit le business cœur. Donc c'est pas juste un move pour gagner un peu de chiffre d'affaires, quoi. Yes, et on va refaire une partie importante là-dessus Ouais. en troisième partie. Mais si on reste sur un peu l'état de la digitalisation, toi qui donc passes ta vie dans les trains, un peu les avions, mais tu essaies de préserver ton bilan carbone, donc plutôt dans les trains et dans des usines qui sont très variées, tu arrives à faire un constat un peu là, de la maturité digitale aujourd'hui, alors que ce soit aussi bien du côté Ops que du côté modèle d'affaires. Je ferai bien le split entre les deux. Ouais. Tu
tu arrives à quantifier un peu qui s'en sort pas, les bons élèves, les mauvais élèves, sans donner de notes, mais… Ouais, alors déjà, c'est assez, je trouve, alors, je prétends pas avoir une vision exhaustive, hein, mais j'ai vu à peu près 250 usines dans ma carrière. Et puis, du coup, sur le sujet digital, on a chez OPO au global quand même vu pas mal. Et en fait, en Europe, c'est quand même relativement homogène. Et il n'y a pas forcément de grosses différences de maturité entre les pays, même s'il y a des petites Ouais, particularités entre le l'Allemagne et la fantasme France. des Allemands qui Non, qui ont 20 ans d'avance, c'est un fantasme ou c'est une pour moi, réalité? Les Allemands, ils ont de l'avance sur la partie robotisation, automatisation, Le parce que 3.0, donc. ouais, ils ont vraiment des fournisseurs qui sont très forts là-dessus, ils s'y sont mis depuis longtemps. Et je pense qu'il faut pas dénier le fait que techniquement aussi, sur tout ce qui va être mécanique, ils sont quand même, et les Suisses, c'est pareil d'ailleurs, ils ont quand même un temps d'avance toujours sur la France. Donc, on n'a toujours pas rattrapé cette bataille-là et on aura du mal à la rattraper, je pense. Donc, ça, c'est clair. Mais sur la bascule vers la data, je suis pas persuadé. Enfin, moi, de ce que je vois, en fait, je trouve pas qu'ils soient plus en avance que les Français et ni que les Italiens, en fait. Donc, voilà, qui sont les trois gros pays industriels avec l'Angleterre. Donc, il n'y a pas forcément de grosses différences. Après, si on regarde, nous, on segmente chez OPO en 4 étapes, hein, en 4 seuils de maturité. Et en fait, en gros, pour faire simple, le premier seuil, c'est j'ai souvent, enfin, c'est quand même rare maintenant les boîtes industrielles qui n'ont rien essayé du tout. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même très, très rare. Et puis après, tout dépend de ce qu'on appelle le digital, mais mettre en place Teams, on peut considérer que c'est déjà un premier pas vers le digital, quoi, tu vois. Donc, ou mettre en place juste un cloud pour partager des documents, c'est donc, on va dire que le premier pas, c'est j'ai fait quelques POC. Et en fait, qui sont restés très locaux, qui ont parfois eu des gains locaux, mais qui ne sont pas passés à l'échelle, quoi. Le deuxième pas, c'est j'ai connecté ces POC avec la structure de données. Et c'est là où on va commencer à penser vraiment création de valeur. C'est que j'ai repensé comment mes données sont stockées. Moi, je peux exploiter mes données. Donc, j'ai fait le lien entre mes POC et les données qui sont générées par ces nouveaux cas d'usage. Et puis, avec l'architecture du justement IT. Donc, j'ai commencé à poser cette réflexion. Et donc, sur quelques sujets, typiquement, je sais pas, la gestion des compétences, le pilotage de performance, l'ordonnancement, j'ai eu cette réflexion-là qui est un peu plus pensée à la fois locale mais globale. Le troisième étape, c'est vraiment, je vais être pensé de bout en bout. Donc, à la fois, je vais sortir de l'usine, je vais connecter mon usine à mes fournisseurs, à mes clients. Mais je vais aussi connecter le terrain avec l'IT, donc l'OT et l'IT. Donc, l'automatisme, typiquement le monde de l'automatisme et le monde de l'IT. Ça, c'est un pas qui est franchement difficile à passer parce que dans les usines, souvent, il y a plein de couches qui sont liées à l'histoire. Donc, et comme j'achetais mes machines sans forcément imposer des choses dans mes cahiers des charges, pour aller chercher les datas de mes machines, je dois rappeler mes fournisseurs, je dois rentrer dans les protocoles de mes fournisseurs, il faut qu'ils soient OK, ça prend du temps. Enfin, donc, c'est vraiment un travail quasiment d'anthropologue d'aller faire ça. Donc, c'est assez long. Donc, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est vraiment quand je fais de la business transformation, je vais aller vers les nouveaux modèles d'affaires. Et en fait, si je regarde ces 4 étapes, donc pour répondre à la question, j'ai 80% quand même de mes clients qui sont plutôt dans l'étape 1 ou 2. Avec un gros quand même 30 sur la première étape et il y en a quand même 50% qui sont plutôt sur la deuxième étape. Donc, le gros de l'industrie. Pour toi, il y a 50% là qui sont déjà en train de structurer la data? Ouais, en fait, en tout cas, qui essayent, qui ont mis des équipes là-dessus, qui essayent de s'y prendre. C'est difficile d'avoir la bonne méthode et les bonnes compétences, mais en tout cas, ils ont commencé à s'y mettre. Et il y a quand même un bon 50% de nos clients chez OPO ou des gens qu'on croise qui ne sont pas forcément des clients qui sont dans cette étape-là. Et dans des parties de leur organisation, parce que c'est aussi le problème, c'est que quand vous avez des organisations comme des EPI ou des groupes, vous pouvez avoir des parties qui sont en avance et des parties qui, au contraire, sont en retard. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Après, la troisième et la quatrième étape, bah, bien sûr, c'est les plus compliquées. Et donc, il y a 15% des gens qui ont réussi à connecter l'IT et l'OT, qui ont commencé à faire des plateformes qui bénéficient de cas d'usage un peu plus complexes, qu'ils arrivent à passer à l'échelle, notamment des cas d'usage liés avec du machine learning, de l'IA et tout. Et puis, il y en a à peu près 5% qui, eux, vraiment ont réussi à se transformer, y compris l'organisation, parce que pour aller dans l'étape 4, pour moi, il faut repenser son organisation, être beaucoup plus horizontal, repenser ses compétences, injecter des ressources qui viennent de la tech et travailler beaucoup plus avec les startups. Donc, c'est vraiment, pour le coup, très culturel, quoi. Donc, réussir ça, c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ma vision sur les 4 étapes. Après, si on pense le truc côté sectoriel, il y a quand même des secteurs qui ont été forcés de se transformer un peu plus vite, notamment tous ceux qui sont, moi, ce que j'appelle consumer goods, donc les gens qui vont vendre en B2C. Typiquement la cosmétique, l'agroalimentaire, qui vendent aux distributeurs ou qui ouais, vendent… des distributeurs qui, eux, ont été forcés par le business, en fait, par la distribution, notamment par Amazon, qui par de la grande distribution, à se transformer. Et en fait, souvent, ils ont plutôt transformé la partie qui est en face du client, donc en faisant du e-commerce et tout. Puis bah, ces compétences-là qu'ils ont amenées dans le e-commerce, petit à petit, les amènent vers les opérations, vers la supply chain et l'usine. De l'autre côté du spectre, il y a les gens qui sont plutôt sur l'industrie lourde, la moins industrielle, qui vont transformer, qui ont des gros moyens capitalistiques, qui eux ont plutôt fait une transfo sur la data pour optimiser ces moyens-là. Donc, qui assez vite se sont mis à l'IA pour optimiser le rendement, parce qu'ils ont l'habitude de travailler le rendement synthétique de leurs grosses machines. Et donc, qui font plutôt ça pour la maîtrise des procédés.
Donc, eux, ils s'y sont mis aussi, mais plutôt sur un spectre maîtrise des procédés. Et puis, entre les deux, il y a les secteurs des OEM, des biens d'équipement, les grandes filières comme l'aéronautique, l'automobile et tout, qui, eux, ça dépend des secteurs, mais l'auto, par exemple, c'est plutôt parce qu'il y a de la transformation par les modèles d'affaires. Ouais. Il y a Tesla qui arrive, donc de toute façon, ça fait changer tout le système. L'aéro n'est pas encore là, parce que l'aéro, c'est un secteur il y a plus de barrières à l'entrée, et puis les Chinois commencent seulement à y rentrer, mais on sent bien que là, avec tout ce qui se passe sur l'hydrogène, etc., c'est pas exclu que dans toutes les startups qui sont en train de naître aujourd'hui, il n'y ait pas un nouvel entrant qui, dans 10 ans, commence à devenir une vraie menace pour Airbus et Boeing, et que du coup, ce qui se passe pour Tesla maintenant, dans 10 ans, se passe pour l'aéronautique. Donc, cette menace, elle va arriver quoi qu'il arrive dans toutes les filières, quoi. D'accord. Et si on revient sur la partie transfo, il y a pour toi des bases, des enablers indispensables à mettre en place, et s'ils ne sont pas mis en place, ça ne sert à rien de lancer la transfo. De toute façon, c'est quasiment voué à l'échec. Enfin, est-ce qu'il faut déjà savoir faire le CLAC avant de commencer à vouloir courir? Alors, malheureusement, il y a toujours le cas idéal, et puis après, il y a la réalité, quoi. Le cas idéal, si on pouvait faire le truc, c'est de se dire, pour commencer ma transfo, j'ai déjà préparé mon lien architecte. En fait, j'ai mon infrastructure qui est clean. Ouais. J'ai préparé tout ce qu'il faut en termes de cybersécurité. J'ai connecté mon IT et mon OT. J'ai mon leadership qui est complètement embarqué, qui a compris, qui veut y aller, etc. Et puis j'ai surtout, je suis très, très fort en excellence opérationnelle. Je suis très nature. Ouais, le lean en place, quoi. Là, j'arrive avec mes briques digitales et tout de suite, pas qu'il y a de l'impact. Oui, ça, c'est le cas idéal, sauf que je connais quasiment aucune entreprise qui est dans ce cas-là. Donc, soit on se dit, on attend 10 ans d'avoir fait tout ça et ça coûte des millions. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a quelques entreprises qui, malheureusement, s'y prennent comme ça. C'est-à-dire qu'elles se disent, moi, d'abord, je clean l'infra dans toute mon organisation. Ouais. Donc, pendant 3 ans, je fais que ça. Je mets des dizaines de millions là-dedans. Sauf que quand je fais ça, je dépense plein d'énergie qui n'est pas du tout visible. Ça ne rapporte pas de valeur parce que c'est juste un terrain pour créer de la valeur. Et en fait, du coup, je vais petit à petit faire la confiance des exécutifs et des actionnaires. Donc, à mon avis, c'est pas la bonne approche. À mon avis, la seule bonne approche, c'est quand même d'arriver à prendre un peu tout ça en même temps, même si c'est complexe. Et donc, si je prends un périmètre donné, et dans ce périmètre-là, de se dire, je vais aider le périmètre à monter d'un cran en excellence opérationnelle, parce que si j'ai pas les bons basiques, c'est sûr que ça va servir à rien, ça c'est clair. Donc, je vais mettre le bon niveau de basique qui vont permettre que le digital apporte quelque chose. En même temps, je vais aussi en profiter pour challenger l'infrastructure en place, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher en termes de flux de données avec l'infrastructure qui existe. Donc, je me pose des questions en faisant le POC de quelle est la bonne architecture, quel est le bon flux de données que je dois créer, jusqu'à comment je stocke les données, comment je les utilise, etc., etc. Et puis, en même temps, je mets en place le digital, je crée de l'usage et je fais ce qui va bien pour créer de la valeur pour l'usine. Donc, c'est forcément faire tout ça en même temps, mais ça veut dire que pour réussir à le faire, là, on n'arrive plus sur la méthode, mais il faut le faire sur un périmètre suffisamment petit pour que ce soit gérable sur une unité de temps qui n'est pas trop longue, quoi, pour qu'on soit en mode agile, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est intéressant, là, tu parlais de challenger l'infrastructure IT. La data, c'est quelque chose de relativement nouveau dans les ateliers. Alors, non pas qu'on ne prenait pas des décisions sur des points de données, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est la data en masse et la structure, la BI, tout ça commence à arriver dans les ateliers. Tu parlais de challenger l'infrastructure IT. Je pense que parmi tous les gens qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, je ne sais pas combien se sentiraient à l'aise pour aller voir le DSI en disant ce que tu es en train de faire, là, pour le coup, j'y crois pas ou je pense qu'il faudrait faire différemment. En plus, il faut reconnaître que dans certaines organisations, parfois, l'IT est vécu à tort ou à raison, hein, comme des empêcheurs de tourner en rond. On veut faire un truc, mais ce n'est pas possible parce que tu comprends, il y a les cyber, etc. etc. Quel conseil tu donnerais justement à ceux là qui veulent se lancer pour établir des relations de confiance et un partenariat avec l'IT qui permette, qui soit un accélérateur et pas un frein pour cette transformation? Non, mais c'est clair. Question piège, hein, je suis désolé. Non, mais c'est une bonne question. Honnêtement, moi, je suis quand même plein d'empathie pour les DSI parce que il y a quand même un parallèle assez clair entre le DSI actuel et puis le responsable de maintenance d'avant. Donc, j'ai commencé comme responsable de maintenance. Donc, en fait, la maintenance, c'est un peu comme le gardien de but au foot, hein. C'est-à-dire que tu parles de lui quand il t'est pris un but, donc en général, c'est parce qu'il n'a pas fait son job. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe avec les DSI aujourd'hui. Ce qui est nouveau pour eux, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant, en fait,
c'était vu comme une boîte noire, j'envoie un ticket, l'IT me répond entre 3 mois plus tard, mais c'est normal, c'est comme ça que le système fonctionne. Puis aujourd'hui, d'un coup, on leur dit non, il faut réagir dans la journée, il faut créer de la valeur, il faut mettre des briques, il faut faire péter ton architecture, il faut t'occuper de tes réseaux, tu n'as pas intérêt à avoir une cyberattaque, mais en même temps, il faut quand même que tu écoutes les startups qui arrivent parce que tu vas voir, c'est ça, le cloud, c'est l'avenir et tout. Donc c'est pas simple. Ceci étant dit, je vois quand même beaucoup de DSI aussi qui ont du mal à se remettre en cause. Donc il y a quand même, enfin, je pense que c'est un mouvement qui doit aller dans les deux sens, c'est-à-dire que les métiers doivent quand même comprendre que c'est pas si facile que ça de faire bouger l'IT, mais il faut aussi que les DSI en général, et je parle pas de la personne le DSI, je parle de la direction dans son ensemble avec toutes les personnes qui sont dedans, soient capables de se remettre en cause et de se dire qu'elles doivent être au service du business. Donc il y a quand même un changement culturel qu'il faut opérer qui est pas simple. Donc celui-là, il est pas facile à faire. Et à mon avis, pour un dirigeant, la bonne façon de prendre le sujet, c'est de le prendre par deux bouts. En fait, il y a le bout entre guillemets par le haut, où on peut regarder l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui, entre guillemets, on ouvre la boîte et on dit, oh là là, ouais, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est en gros ce que nous, on appelle, qu'on fait souvent avec toi, d'ailleurs, Jean-Philippe, que tu connais bien, l'outil, le plan d'occupation des sols. Donc, en gros, on regarde la cartographie des systèmes telle qu'elle est aujourd'hui, comme une VSM, hein, pour ceux qui connaissent la value stream mapping. On regarde la même chose pour l'IT. Et puis, on se dit comment est-ce qu'on voudrait qu'elle soit dans le futur pour servir nos besoins de business. Et là, déjà, ça peut être une bonne discussion et ça peut se faire en fait, dans une salle, en se posant, en se disant quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et le problème, souvent, c'est qu'on a des données qui sont dédiées dans plusieurs systèmes, faut que les gens, du coup, ont des perdent du temps, recyclent des data, etc. Donc ça, c'est une première façon de voir le truc qui permet de challenger un peu la DSI. Mais la deuxième façon de voir le truc qui est encore plus puissante, c'est quand même de le faire par le terrain et que ce soit les utilisateurs, en fait, qui poussent, en fait, pour que l'IT se transforme. Et donc ça, c'est de comprendre quels sont les problèmes que les gens vivent sur le terrain qui sont liés au fait que l'IT est si rigide, en fait. Et donc, c'est de se passer du temps, encore une fois. Et là, c'est comme dans les principes du Lean, hein, c'est de passer du temps à observer des gens sur le terrain. Donc, typiquement, quand on suit un superviseur, donc on l'a fait quelques fois ensemble, je le fais encore souvent, j'adore faire ça. On peut passer juste une journée complète ou même une demi-journée avec un de vos superviseurs. Et puis, vous verrez très bien quels sont tous les problèmes que l'IT chez vous génère. Parce que le gars, il va passer en moyenne 20% de son temps à saisir des data sur des feuilles, dans des Excel, dans des systèmes. Il ouvre son truc qualité. Il y a des identifiants qui ne marchent pas. Souvent, pour un seul des membres de son équipe, il va saisir 4 ou 5 fois des trucs pour le badgeage de ses heures. Ensuite, il va saisir des trucs sur l'évolution de ses compétences. C'est amusant, j'ai l'impression qu'on accepte de la part des systèmes informatiques des choses qu'on n'accepterait pas de la part des systèmes de production. Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on va tolérer le fait qu'on perde du temps à faire tout un tas de choses qui sont vraiment inefficientes et qui, en plus, frustrent beaucoup de gens. Alors, en fait, souvent, les gens sont habitués, donc ils voient même plus ça comme frustration. Mais en fait, quand on leur dit qu'on peut faire autrement, c'est vrai qu'ils commencent à ouvrir les yeux, quoi. Et puis ça, au-delà de l'aspect irritation, perte de temps, ça génère des vrais problèmes. Moi, c'est intéressant, je parlais avec… on est actuellement en train d'aider une boîte qui fabrique du chocolat à se transformer. Et en fait, on a fait un cas d'usage pour eux qui était pour le DG de la boîte. Donc, le DG de la boîte, il disait, moi, j'en ai marre, en fait, on a plein de données, mais j'arrive jamais à y accéder. Donc, on a juste mis en place un tableau de bord qui lui permettait de faire un PNL, entre guillemets, qui était quasi instantané. Donc, c'est un PNL reconstitué, c'est-à-dire qu'il l'avait, lui, chaque mois, mais en fait, avec le temps de reconstitution, il l'avait 15 jours après la fin du mois. Donc, c'était super frustrant pour lui. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un PNL quasi instantané. Donc, ça passait par mieux saisir tout un tas de choses sur le terrain. Et puis, ça passait aussi quand même par mieux comprendre ce que faisaient ces commerciaux, en fait. C'est-à-dire se dire quel produit je vends dans quel canal de distribution et par canal de distribution, est-ce qu'il y a des produits que je vends pas. Enfin, c'est un truc qui paraît tout con. Mais en fait, lui, qui est un DG en plus très commercial, il n'avait pas cette vision-là. Et en fait, il me dit, depuis que j'ai ce tableau-là, ça m'a énormément aidé parce que, en fait, je pose ce tableau dans ma réunion hebdo avec mes commerciaux. Et en fait, au début, les discussions, c'était hyper pénible parce qu'en fait, on passait tout notre temps à discuter du chiffre. C'est-à-dire qu'en fait, on disait, moi, j'amenais un chiffre, les commerciaux, ils amenaient un autre chiffre. Il y avait le contrôleur gestion qui amenait un troisième chiffre et tout. Et en fait, tout ce temps-là, qui est perdu en réunion, dans les codires, les comex et tout, juste à réconcilier les données pour savoir, en fait, qu'est-ce qui est juste, c'est un temps fou, quoi. Mais c'est du coup masqué. Et pendant ce temps-là, on ne prend pas les bonnes décisions. Bien sûr. Lui, ce qu'il me disait, c'est moi, je veux passer du temps à créer de la valeur, donc je ne veux pas me poser la question de la data. La data, une fois que je l'ai, je veux juste agir, quoi. Enfin, c'était juste un exemple pour dire que c'est pas seulement des coups de temps perdu, c'est des temps d'inaction pour la boîte, quoi. Il y a une question alors, je ne sais pas si c'est Alain ou Adrien ou Albert qui nous dit est-ce qu'il faut changer l'organisation en flux de valeur plutôt que par les fonctions pour réaliser la digitalisation et notamment casser les silos? Ça, c'est une bonne idée. Après, moi, j'aurais du mal à avoir une règle générale parce que ça dépend énormément de la culture de la boîte et puis du secteur. Mais en tout cas, pour créer des nouveaux modèles d'affaires, je suis très convaincu de ça. Parce qu'en fait, on a essayé, on a vu des boîtes qui avaient essayé plein de trucs. On a fait une bonne quinzaine là, ces 2 dernières années de missions pour aider justement à créer de nouveaux modèles d'affaires. Donc, quand on fait ces missions-là,
à la fois, on les aide concrètement à faire de la recherche utilisateur, et à faire des POC, et puis petit à petit à voir si on peut monétiser un certain nombre de choses. Mais en même temps, évidemment, on regarde comment ils sont organisés et puis comment il faut qu'ils se réorganisent pour être capable de créer ces modèles d'affaires. Et en fait, là où je suis d'accord avec la personne qui pose la question, j'ai oublié son prénom, c'est qu'en fait, ce qui bloque le plus souvent, c'est le silo entre les fonctions. Donc, un exemple tout con, on aidait récemment un fabricant de machines à pivoter vers un modèle où il allait vendre du logiciel, faire de la maintenance prédictive parce qu'il a toutes les compétences pour faire ça. Et en fait, la première réaction des commerciaux, ça a été de dire, ah, mais attendez, si on vend la maintenance prédictive, on va vendre moins de pièces de rechange. Donc, nous, on ne va pas vous ouvrir notre réseau avec nos clients, que vous allez faire la recherche utilisateur pour tuer notre business. Ouais. C'est tout con, mais c'est un désalignement des incentives. Le sales plan, c'est critique, ouais, on est d'accord. Ouais, voilà, donc c'est juste un exemple, c'est pas pour Non, mais je vois très sur les bien. commerciaux, Jean-Philippe, sinon tu vas pas être content. Mais bref, peut y aller. du coup, dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut travailler avec une orga qui est clairement qui pète les fonctions, qui est une orga qui va avoir pas mal de pouvoir en fait de responsabilité. Mais par contre, qu'on va challenger, c'est-à-dire qu'on va lui dire, écoute, comme une startup en fait. Donc on te donne des deadlines, tu as un budget, tu as une équipe, mais tous les mois, tu vas nous rendre des comptes. Et en fait, bah, t'en parleras mieux que moi, enfin, vous en parlerez mieux que moi, Jean-Philippe et Ashok, mais les startups, c'est loin d'être un long fleuve tranquille parce qu'en face de vous, vous avez des investisseurs. Donc, tous les mois, quasiment, ou tous les 3 mois, allez, on retourne vers les investisseurs et puis on va redemander un petit peu pour remettre au pot. Bah, c'est ce système-là qu'il faut réussir à créer de manière bienveillante, mais quand même de manière challenging pour que les gens qui sont là-dessus, bah, ils se fassent challenger par le COMEX en mode est-ce que tu as réussi à vendre ton produit? Est-ce que c'est le bon produit? Vas-y, apporte-moi la preuve. C'est quoi tes hypothèses pour la suite? Comment tu vas montrer que ces hypothèses marchent, etc., etc. Et là, tu as les bonnes discussions, en fait. Tu n'as pas les discussions du commercial qui se demande s'il va se faire bouffer son précaré ou autre chose. S'il va faire ses objets ou pas. Il y a une bonne question de Jean-Baptiste sur, toujours en termes d'organisation, sur l'articulation entre CDO, donc plutôt en charge de la data, et DSI, plutôt en charge de l'infra. Est-ce que tu vois des liens de dépendance, un qui est plutôt rattaché à l'autre ou ils sont en parallèle? Est-ce qu'ils sont dans la même équipe? Tu as déjà vu des organisations différentes? Est-ce qu'il y en a une qui marche mieux que l'autre? J'imagine que la bonne réponse est ça dépend. Ouais, ça dépend, mais je vais pas te faire celle-là parce que j'aime pas quand on me la fait, en fait. Ouais, non, évidemment, il y a plein d'organisations possibles où il y a des organisations avec CDO et DSI à côté, des organisations où il y a quelqu'un qui gère les deux en dessous. Il y a des organisations où le CDO est rattaché aux opérations. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a les trois métiers, enfin, les trois fonctions, les métiers, donc opérationnels, la partie plus data digital et la partie IT. Donc, c'est bien ces trois-là qu'il faut réussir à faire bosser ensemble. Donc, ça, déjà, il faut en convenir. Et quand on dit bosser ensemble, c'est pas juste en mode ticketing. Hein. C'est quand je fais une équipe de transformation, je veux des personnes de chacune de ces fonctions dans la team au quotidien. C'est-à-dire que quand on fait des transports, nous, il y a quelqu'un d'IT qui est là avec nous à demeure à temps plein. Il y a quelqu'un qui est de la direction digital qui est là à temps plein. Et il y a des gens des opérations qui sont plutôt issus du lean ou du change management. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, si on pense plus organisation, pour moi, le vrai débat, c'est plutôt entre ce qu'on appelle le build et le run. En fait, le build, c'est vraiment les gens qui sont là pour transformer. Et là, on est moins sur les compétences que sur les caractères. Ils font des gens qui aient compris, qui sont capables de se remettre en cause, qui vont être capables de challenger l'intérieur de leur fonction. Donc, l'IT, en ayant compris ce que veulent les utilisateurs, mais tout en étant quand même capable de comprendre un minimum les besoins des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les product managers, en fait, dans le monde de la tech. Hein. Donc là, c'est plutôt des gens comme ça qui vont prendre le build. Et après, le run, bah, l'air de rien, il faut continuer à faire tourner quand même hein, la production. Comme en production, quand je fais un projet de transformation ligne, continue à produire. Bah, en IT, quand je fais un projet de transformation tech ou digital, bah, je peux quand même continuer à faire tourner les serveurs, à s'assurer que l'infra pompe pas, que la cybersécurité est maintenue, etc. Donc déjà, c'est de séparer ces deux trucs-là. Et en fait, l'équipe de build, après, pour les organisations les plus matures, moi, j'aurais tendance à pas séparer le digital et les équipes de build parce que je pense que c'est comme ça qu'on crée vraiment de la valeur en étant très, très proche dans le fonctionnement. Donc, une tête commune, je trouve que ça marche assez bien. Enfin, les organisations que j'ai vu fonctionner avec une tête commune, ça facilite quand même pas mal les choses parce que le risque, en fait, dans les organes industriels, quand on a le CDO d'un côté et le DSI de l'autre, même si ça peut être utile au début, hein, parce qu'au début, ça envoie un signal fort de attention, la data, c'est important, je mets quelqu'un là-dessus. Donc, ça peut être un signal au tout début. Et au bout d'un moment, ce que ça peut créer, c'est, ouais, il y a des gens qui font le truc sympa. Donc, le CDO, il va voir le CTO régulièrement, puis il dit, tiens, regarde, on a fait une nouvelle appli. Ouais, T'as le surfeur et t'as le mec qui est à la mine, quoi. Ouais, et puis après, tu as le DSI qui, lui, galère parce que lui, si ça tombe, c'est lui qui se fait couper la tête et tout. Donc, en fait, quelque part, mettre tout le monde sous le même chapeau, on est un peu tous dans le même bateau et on va créer de la valeur ensemble. Quoi. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à essayer de se rapprocher de ça. Et pareil, après, dans la logique entre les métiers et puis cette branche, en fait, IT data, j'aurais tendance à vouloir rapprocher les deux en ayant côté métier des gens qui sont plutôt experts de la data, donc des relais, en fait, de cette gestion data. Et puis,
côté data IT, des gens qui connaissent bien les métiers, pour que la porosité se fasse bien, en fait. Et là, c'est plus lié aux personnes et au parcours des personnes. Et puis, encore une fois, l'état d'esprit, je donne juste un exemple qui a bien marché et qui moi-même m'a surpris énormément. Dans une des transfos qu'on a fait récemment, comme product manager, donc la personne qui était entre les trois, hein, entre le digital, le métier et puis l'IT, on a pris quelqu'un qui venait du marketing. Et en Ah fait, oui. et c'était pour faire une transfo en usine. Donc, le gars, il avait jamais mis un pied dans l'usine. Par contre, il avait énormément embrassé de projets data et tout dans son ancien métier. Et puis surtout, il avait super envie. Il était super intéressé par les flux physiques. Il avait envie de comprendre l'usine. Et ben, ça s'est ultra bien passé parce que juste, c'est quelqu'un qui avait envie de s'en mettre en cause, qui avait envie d'apprendre, qui était suffisamment empathique pour pouvoir gérer le projet en comprenant l'utilisateur, en se mettant dans les bottes de l'IT, en comprenant les problèmes. Voilà. Donc, on Ouais, en les revient aux fonctions de qualités product personnelles. manager sont un peu nouvelles aujourd'hui dans les usines. C'est en Ouais. développement, mais c'est vrai qu'on peut voir des profils atypiques arriver là-dedans et s'en sortir très, très bien. Quand on a préparé cet entretien culinaire, on a parlé, je t'ai posé la question de savoir quels sont les problèmes qui allaient faire qu'une transformation allait mal se passer. Alors, il y en a certains que tu as déjà évoqués, hein, c'est une organisation trop silotée, une dette technique trop importante, un problème de méthode où on part sur tout de suite du grand projet versus mode agile. Tu m'en avais parlé de deux autres. Sur l'IT, tu avais évoqué le problème de budget et de connexion au terrain. Alors, connexion au terrain, on en a un peu parlé. Mais le dernier, on n'en a pas parlé, c'est la non-compréhension du mode exponentiel. Ouais. Tu peux prendre quelques secondes là-dessus? Bah ça, c'est un des trucs que j'ai beaucoup appris avec vous, avec toi notamment d'ailleurs. Donc c'est marrant que tu me poses la question aujourd'hui, mais avec OSS en général, moi, dans mon histoire personnelle, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est quand on a co-créé OSS avec Ronan en 2018, j'avais compris, commencé à comprendre le modèle testage, on avait commencé à aider des clients là-dessus chez OPO, mais on était loin de comprendre encore dans un niveau de détail fin la tech, et c'est en travaillant avec des startups ou des gens qui viennent du digital pur qu'on a vraiment commencé à comprendre les choses. Et notamment, moi, un des trucs qui m'a vraiment le plus marqué, c'est ce principe exponentiel, qui me paraissait être un slogan marketing, hein, pour être honnête, avant de rentrer là-dedans, parce qu'en fait, vu de l'extérieur, c'était, ouais, ok, c'est des gens de la tech qui vendent leurs trucs, parce qu'en général, les gens de la tech, c'est quand même assez fort pour vendre leur sauce, hein. Donc, je voyais vraiment ça comme ça, tu vois, un Je peu sens comme du jugement dans ton regard. ah, ouais, je voyais ça un peu comme un vieux con qui regardait le truc. Voilà. Et honnêtement, j'ai vu le truc se passer. J'ai vu comment ça marchait chez Tesla aussi. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste pipeau en fait, dans tout ça. Et en fait, pourquoi est-ce que ça marche? C'est vraiment ce principe. Et pour le coup, c'est assez facile à comprendre pour l'industriel. C'est ce principe de, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais et en même temps, je m'assure que la prochaine fois que je le ferai, ça sera plus rapide. Et en fait, quand on démultiplie ça à l'échelle, ça fait quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, dans la tech, c'est naturellement ça vient naturellement parce que les principes de la tech sont nés au départ sur en fait des standards qui ont été créés pour que ça marche. En fait, le web a été créé parce que les gens en fait que de la Silicon Valley à un moment donné dans les années 90 se sont parlé, se sont dit il faut qu'on fasse des protocoles standards, sinon on va chacun innover dans notre coin, on n'arrivera jamais à faire l'effet d'échelle. Donc ils se sont mis d'accord entre concurrents même pour en fait mettre en place tout un tas de protocoles qui font que ça passe à l'échelle. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on a dans l'industrie, c'est qu'on a du mal à faire ces protocoles-là, par exemple pour l'IT-OT. Donc, il y a des plateformes qui commencent à naître, mais il y a de la Et même concurrence. pour l'OT, hein, fait parler du Siemens et du Schneider, et puis tu vas voir Voilà, comment ça se passe. les gros, en fait, n'ont pas encore compris qu'il fallait qu'ils s'allient un Ouais. minimum pour créer un standard, pour qu'après, chacun puisse en profiter. Et comme ils se mettent en concurrence, ils font des plateformes concurrentes, bah, finalement, il n'y a pas un standard qui l'emporte, Ouais. et c'est un vrai problème, en fait. Oui, donc il y a ce côté. Et quand ça marche, ce qui est incroyable dans la tech pure, c'est que pour acquérir un client, ça ne me coûte pas grand-chose parce que le logiciel, en fait, je peux le déployer très vite et il n'y a pas de coût d'infrastructure très fort, etc. Donc, je peux exponentiellement vendre de plus en plus sans que mes coûts de structure, mes coûts de structure vont rester linéaires. Mais en fait, je peux très bien penser à un système industriel de la même manière, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que si je développe un IT qui est suffisamment agile, bah, de la même manière, en fait, je peux avoir quelque chose qui va pas me coûter plus cher, beaucoup plus cher quand je vais passer à l'échelle. Et puis, tu as la même chose même sur la partie commerciale. C'est-à-dire que quand on aide des clients à développer des nouveaux modèles d'affaires, un des sujets qui est important et qui, pour le coup, qui est un vrai actif que, par exemple, qui a appris à faire une structure comme OSS, c'est de se dire que même mon réseau commercial, il faut que je le vois comme un actif que je vais développer qui va me permettre de faire de l'exponentiel. C'est-à-dire que si je veux faire de la recherche utilisateur pour créer des nouveaux modèles d'affaires, si j'ai un réseau suffisamment important de clients ou de clients de mes clients que j'ai cultivé dans le temps et qui vont m'ouvrir les portes, en fait, pour que j'interroge leurs dirigeants, pour que je comprenne leurs problèmes, bah, dès que j'ai un nouveau modèle d'affaires que je veux mettre dans le système, avec une méthode bien robuste, je vais aller beaucoup plus vite pour le mettre sur le marché que si à chaque fois je dois regalérer à retrouver des gens interviewés, à rechercher des clients, etc. Donc, c'est vraiment cette logique de dire je construis les briques pour que pour la prochaine fois ça aille plus vite, c'est hyper important. Et même dans des boîtes comme Toyota, je ne sais pas s'il y a des gens de Toyota autour de la table, là, qui sont très très forts pour standardiser les flux physiques. Bah, ce principe-là de Yokoten, qui est de se dire que
quand j'ai un standard que je vais améliorer quelque chose dans une usine, bah, ça va se répliquer dans toutes les usines. Même de l'aveu des gens de Toyota, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui est quand même relativement lent. Et en fait, avec le digital, ça peut aller beaucoup plus vite. En fait, si j'ai bien pensé ma structure de données, bah, idéalement, quand j'améliore quelque chose à un endroit, j'appuie sur un bouton et paf, ça améliore tous les systèmes partout, quoi. Dernière question, juste avant d'attaquer la dernière partie. Une question de Dominique. Alors, je ne sais pas si c'est pour te rassurer, Dominique, mais est-ce que tu as vu des cas d'école ou des exemples d'usines où la culture Lean, excellence opérationnelle, était pas suffisamment mûre, mais la digitalisation s'est quand même bien passée? Alors, pas suffisamment mûr au départ, oui. En revanche, j'ai pas vu. Oui, et donc, pour moi, c'est possible de pousser les deux en même temps. En revanche, il faut, dans ces cas-là, si vraiment on part de très loin, il faut admettre que ça va être un peu plus long. Et donc, que, en fait, même si on. Et donc, pour moi, la façon de résoudre l'équation, c'est quand même plutôt de prendre un périmètre plus petit au départ. Et pour que ça puisse aller vite, mais sur un périmètre petit. Donc, typiquement, si je prends une usine, je sais pas, mettons qu'il y a 300 personnes, je me concentrerai sur un périmètre qui fait entre 20 et 50 personnes dans un premier temps. Et puis, je mettrai en place les basiques de l'excellence opérationnelle et digitale sur plusieurs sprints de 4 semaines. Et en fait, là, il va y en avoir pour 3, 4, 5 mois en fonction des cas d'usage que je mets en place pour commencer à avoir un impact tangible et avoir fait monter en puissance le périmètre sur l'excellence opérationnelle. Donc oui, c'est possible. Et c'est possible, par contre, il faut injecter quand même un certain niveau d'énergie. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, JP, il faut être prêt à investir quand même. Enfin, c'est-à-dire que cette transfo, elle ne peut pas se faire juste avec des bouts de ficelle. Enfin, à un moment donné, il faut à la fois investir des euros sur les Ouais. cautions, il faut investir des euros sur de l'infrastructure et surtout, le plus important, il faut investir des euros sur les équipes de transformation, quoi, parce qu'il va falloir mettre du monde, il va falloir que Et les libérer gens du passent temps. du temps. Et donc oui, j'ai vu des cas, j'ai vu même assez souvent des cas, parce que c'est rare, enfin, il y a quelques usines qui sont benchmark en excellence opérationnelle, il y en a, hein, c'est sûr, mais encore une fois, même l'excellence opérationnelle, des gens qui sont vraiment tout en haut, en France, il y en a peut-être 20 ou 30% des usines, il y a encore 70% des usines qui sont un peu dans le milieu du guet, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont faire, OK, ils font les points 5 minutes, donc ça c'est un peu la base, mais faire des audits de standards, faire des tours de terrain, voilà, être capable de connecter tout ça avec le pilotage de performance, avec les indicateurs, améliorer, enfin, la résolution de problème bien structurée jusqu'à la cause première, en étant très agile, très rapide, et connecter ça avec les métiers. Des gens qui savent bien faire ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est rare qu'il ne faille pas faire passer la maturité de l'excellence opérationnelle d'un cran en même temps qu'on met en place le digital, quoi. Alors, du coup, même si on a un peu défloré le sujet à bien des écarts, là, je te reçois aussi parce que tu viens de sortir c'est le quatrième ou cinquième livre? Cinquième. Cinquième livre, déjà le cinquième, qui s'appelle La méthode Elon. Donc, il se trouve actuellement que les 3 hommes les plus riches du monde sont des gens qui sont engagés dans des business avec des opérations. On a Bernard Arnault qui va quand même produire des produits finis, hein. On a Elon qui produit des fusées et des voitures. On a Jeff Bezos qui est un pro de la logistique. Pour deux d'entre eux, ils ont réussi en injectant de la tech dans leur business. Est-ce que tu peux nous parler un peu des éléments méthodologiques que tu as trouvés dans la méthode de Musk et qui pourraient être facilement transposables dans l'industrie? Ouais, alors, du coup, pour écrire ce bouquin, je me suis inspiré à la fois évidemment de ce qui se passe chez Tesla, mais aussi de ce qui se passe dans les startups industrielles qui sont passées à l'échelle. Je suis allé interviewer des gens qui sont en train de passer à l'échelle ou qui sont déjà passés à l'échelle, comme les WineSec, les Exotech, tous ces gens-là qui ont créé des boîtes industrielles de zéro et puis qui ont réussi à les emmener. Ils ont d'autres problèmes, hein. Ils ont d'autres Oui, problèmes. oui. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même des forces qu'ils ont. Et le premier point que tout le monde utilise tous en première intention, c'est déjà sur la culture des leaders, en fait, donc des gens, voilà, des gens qui sont aux commandes, et qui est une culture à la fois de doer, c'est-à-dire de je fais concrètement, donc je suis capable de faire moi-même un certain nombre de choses et donc de descendre dans l'arène très profond. C'est ce que fait Elon Musk, hein, quand il carotte. Enfin, c'est même difficile pour les équipes, hein, de Tesla quand tu leur en parles parce que c'est pas forcément agréable, mais il est capable de carotter vraiment très très bas, quoi. Ouais, j'ai reçu Luc Leroy, qui est l'ancien patron de l'automatisation de Tesla, il y a 3 mois. Et il expliquait qu'en effet, quand tu as Elon qui débarque dans l'atelier, et il débarque régulièrement dans l'atelier, il pose des questions et je ne sais pas n'est pas la bonne réponse. c'est ça. Donc, il y a ce côté-là. Et en gros, pour faire simple, c'est comment est-ce qu'on arrive au niveau des dirigeants d'entreprise à retrouver la culture des fondateurs.
toutes les boîtes, quand elles ont été créées pour, enfin, la plupart, en tout cas, les dirigeants au départ avaient une vraie intention, en fait. Ils avaient vraiment une mission en tête. Évidemment, il y a le côté business, enfin, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a le côté je veux m'enrichir, c'est évident, c'est le système capitaliste. C'est une conséquence, c'est pas. Mais il y a aussi le côté mission. Enfin, je connais aucun dirigeant qui est pas mu par ce qu'il fait personnellement, en fait. C'est juste humain. Donc, se reconnecter à ça, c'est vachement important. Et c'est pas seulement au sens on veut transformer la société, c'est vraiment au sens comment est-ce que les fondateurs se comportaient en fait, quel capteur ils avaient pour comprendre la société, comment ils se mettaient en phase avec la société et comment ils étaient en phase aussi avec leurs équipes, les décisions qu'ils prenaient. Et du coup, comment est-ce que régulièrement ils descendaient dans l'arène pour expliquer leurs décisions, pour mettre aussi un peu de pression quand même, l'air de rien, hein, de pression saine, mais de dire de mettre un peu le sens de l'urgence. Une transfo ne peut commencer que si les gens ont ce sentiment un peu de l'urgence, quoi, de dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'on change. Enfin, s'il n'y a pas d'urgence, pourquoi c'est dur de changer, quoi. Je ne vais pas changer s'il n'y a pas un vrai besoin et qu'il n'y a pas un vrai enjeu conséquent, quoi. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est des sujets dont on a pas mal parlé, mais c'est la méthode. Et pour moi, donc, travailler les mains dans la main, IT et métier, c'est pas juste un slogan, quoi. Il faut que ça soit matérialisé par des équipes projets qui soient hybrides entre les deux. Et le fait de prendre un périmètre très petit, mais sur lequel je vais craquer tous les sujets au départ, à la fois locaux, mais aussi me dire que je pense au sujet de passage à l'échelle, c'est important. Et en fait, il y a la culture de compromis qui est vachement importante. C'est-à-dire que c'est comme quand je fais un produit en fait tech. Si je veux faire toutes les fonctionnalités que tous les clients me demandent, ok, je vais faire un super truc localement sur le premier client que j'ai fait, sauf que ça va jamais passer à l'échelle chez d'autres clients parce que j'ai fait un produit tellement complexe que j'arrive jamais à le vendre ailleurs. Donc en fait, c'est de savoir comment je vais chercher localement dans ma transfo 60-70% de l'impact que je pourrais aller chercher dans ce local-là, mais qui va être suffisamment standard pour que ça puisse se répliquer ailleurs dans l'entreprise. Donc c'est de comprendre quel est ce noyau-là, qui fait que je vais quand même relativement vite et que derrière ça, ce 60%, je pourrais le répliquer très vite ailleurs. Et donc, j'aurai 60% sur un très gros périmètre au lieu d'avoir 90% sur un très petit périmètre. Et ça, c'est pas forcément naturel parce qu'on a quand même cette tendance dans l'industrie à vouloir aller chercher les pouillèmes jusqu'à gratter. Ouais, le bout du logarithme. Ouais, alors que le bout du logarithme, à un moment donné, il faut faire confiance aussi aux équipes. Ouais. Où une fois qu'on les a mis sur cette dynamique-là, d'aller mettre des briques agiles, d'utiliser de la data, de mettre en place de la BI, de rentrer ça dans leur quotidien, il faut faire confiance que dans l'amélioration continue, les quelques points qui restent, ils vont aller chercher. En fait, ça va se faire naturellement en fait, sur le cycle un peu classique. Le troisième sujet, c'est sur comment est-ce qu'on fait pour innover, donc que ce soit sur les modèles d'affaires ou en usine. En fait, c'est de se dire que ça ne doit pas être un techno-push, ce n'est pas la technologie ou les actifs qui doivent driver ce que je propose, mais ça doit vraiment être les besoins d'utilisateurs. Ouais. Quand je suis sur un nouveau marché, c'est de se dire c'est quoi mon besoin. Tu ne veux pas mettre de l'IA dans la blockchain? Voilà, c'est ça, c'est de ne pas mettre de l'IA dans la blockchain ou pire de la réalité virtuelle. Ah oui, avec des HoloLens. Qui sont montés par c'est génial, puis après non c'est nul. En fait, je sais pas, aujourd'hui il n'y a pas de cas d'usage, clairement dans l'industrie j'en vois quasiment pas. Il y en a quelques-uns en fait. Mais vaguement sur les training sécurité. Okay, il y en a, mais il y en aura peut-être plus tard. Je suis pas en train de dire que c'est pas la bonne techno, mais en fait c'est pas trop la question, c'est de se dire quels sont mes besoins pour créer de la valeur sur le terrain. Donc de partir de là, donc ça veut dire encore une fois passer du temps avec des méthodes telles que le design thinking et tout sur le terrain avec l'utilisateur qu'on pense qui crée de la valeur. Et à partir de là pour se dire ok, c'est quoi potentiellement la brique digitale qu'il faut pour résoudre le truc, ou même autre chose. C'est pas forcément toujours le digital qui va me permettre de résoudre le sujet, parce que parfois il vaut mieux supprimer un gaspillage que de le digitaliser, quoi. Donc là, pour le coup, c'est une méthode qui peut être assez naturelle pour un patron de site ou pour un opérationnel parce que ça repasse par l'observation de terrain, le Gemba, en fait. D'accord. Là, aujourd'hui, c'est un sentiment, mais peut-être qu'il n'est pas, c'est pas le bon, que la transformation des opérations par la digitalisation, tu le disais tout à l'heure, tout le monde a fait le premier pas. Il y en a qui se sont mis à courir, mais en tout cas, tout le monde s'est lancé. En revanche, sur la transformation des modèles d'affaires, j'ai l'impression que c'est encore c'est plus lointain. C'est ce que tu constates également et éventuellement, qu'est-ce qui bloque pour ce passage de mindset? Non, c'est clairement ce que je constate. Déjà, donc, dans mes 4 étapes de tout à l'heure, pour moi, ça, c'est plutôt l'étape 4. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire en parallèle des autres étapes, hein, parce que si on attend d'être à l'étape 4, on va faire ça en 2030, ça sera trop tard. Mais oui, pour moi, ce qui bloque, il y a plusieurs choses. Ça commence par les dirigeants. Souvent, en fait, les dirigeants n'ont pas compris que créer des modèles d'affaires, c'était pas juste faire de l'entrepreneuriat et puis faire plaisir aux gens, parce que du coup, ils vont se mettre à innover et tout le monde va être content. Et donc, je vais pouvoir communiquer sur l'intranet qu'il y a des gens qui ont fait un POC sur un truc, quoi. Et je suis un peu cash, mais je vois quand même encore beaucoup d'organisations et du coup, si vraiment j'y crois en tant que dirigeant, ça veut dire que je suis capable d'investir un montant significatif, en fait, potentiellement plusieurs pourcents de mon chiffre d'affaires
sur ce sujet-là, parce que ça va me rapporter 10 à 15%. Et il ne faut pas se lancer, pour moi, si on ne veut pas aller chercher 10 à 15% de revenus en plus, quoi. Ça, c'est le premier truc. Et si je me mets déjà dans cet état d'esprit-là, alors là, tout va changer parce que déjà, je vais me dire quelles compétences je prends. Ah, je vais prendre des stars parce que je vais mettre assez Je vais cher prendre les meilleurs. Ouais. pour que ça marche. Donc, je vais prendre des gens potentiellement, d'ailleurs, pas que en interne. Aussi, moi, je pense qu'il faut injecter des gens de l'extérieur, très clairement. Mais pas que non plus, parce que si je prends que des gens de l'externe, ça va être vu Faire comme la les gens culture. internes, comme OK, ouais, voilà, c'est le truc qui va jamais matcher. Donc, c'est pas simple. Et après, il y a la méthode où, en fait, tous ceux qu'on accompagne, ils sont beaucoup trop dans un mode techno-push et partir des actifs. Donc, je prends un exemple. Je suis le super champion de l'électronique. Et ben, je vais me dire comment je vends mon électronique différemment. Je suis champion du groupe autopropulseur d'une voiture. Comment je vends mon groupe autopropulseur différent. Alors qu'en fait, la bonne façon de faire, c'est d'aller voir les clients, les clients, les clients, les clients, les clients, les clients, les clients. Je me demande c'est quoi leurs besoins. Et à partir de là, je me dis comment mes data à moi peuvent résoudre ce truc-là, ou alors quelle data il faudrait que je sois capable de générer pour résoudre le problème de l'utilisateur final. Et ça, c'est pas naturel du tout pour l'industriel, parce qu'un industriel, de base, il a plutôt toujours innové par ses savoir-faire. Je sais faire ça, je suis sur un marché, donc comment est-ce que je peux faire continuer à progresser sur mon marché à partir de ce que je sais faire, en fait. Et là, c'est pas à partir de ce que je sais faire, c'est à partir des nouvelles potentialités sur le marché qui sont liées au potentiel du digital. Il faut comprendre ce que le digital peut apporter à un utilisateur final. Et à partir de là, il faut être capable de tirer la flotte. C'est là où il faut des compétences nouvelles, il faut des méthodologies nouvelles. Et il faut être capable de le faire assez vite. Et peut-être un dernier sujet, c'est d'être capable de renoncer. Et donc, d'avoir en permanence un tuyau d'innovation potentielle. Ouais. J'essaye. Celle qui ne marche pas, je les tue. Et puis celle qui marche, je commence à les passer à l'échelle et je développe mes actifs. Donc, comme le fait OSS, en fait, au fur et à mesure, je développe mes actifs qui sont l'accès au marché, qui sont la tech, qui sont etc. etc. Donc oui, c'est pas simple. Fail fast, but fail forward. C'est-à-dire tu te plantes, mais tu te plantes en ayant appris quelque chose. C'est ça. Exactement. On n'a pas parlé de la circularité. Pour toi, la circularité, c'est une contrainte ou une opportunité? Et dans les deux cas, un passage obligé? Alors pour moi, c'est une énorme opportunité. Pour deux raisons. Un, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas sur la planète si on va pas vers le circulaire, pour plein de raisons, mais parce qu'on parle beaucoup de décarbonation. Mais en réalité, à mon avis, ce qui va nous bloquer, même avant le carbone et le réchauffement climatique, c'est l'accès aux ressources. Donc, si on n'est pas en fait sur quelque chose de logique, si je prends juste un exemple que je connais bien, l'auto, le lithium, on en a bientôt plus, quoi. Alors, OK, on va ouvrir des mines et tout, mais ça prend du temps d'ouvrir des mines, quoi. Donc, ce sera 2030, ça. Donc, en attendant, comment on fait? On achète ça aux Chinois, quoi. Pareil pour le cuivre. Aujourd'hui, le cuivre, si on ne le recycle pas, bon, bref. Donc, en fait, l'industrie circulaire, pour moi, c'est fondamental. Donc, ça, j'y crois, mais à 200%. Et après, en fait, c'est aussi important pour la souveraineté parce que je pense que c'est peut-être un sujet où on peut reprendre de l'avance. C'est-à-dire que la bataille de la robotisation, bon, clairement, on n'y était pas en France. La tech, potentiellement, on peut rattraper. Mais en fait, si on prend, il y a des secteurs emblématiques comme l'auto où la Chine et les US ont quand même pris un certain nombre de longueurs d'avance. Donc, il y a d'autres secteurs où on y est, comme le food ou comme le médical et tout. Donc, je ne dis pas que la tech ne va pas nous aider. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'industrie circulaire, il y a la société européenne est, à mon avis, la plus mature dans le monde pour vouloir se transformer. Donc, c'est un marché qui est naturellement demandeur. Donc, je pense que c'est l'endroit où on va pouvoir commencer à faire ça. Et puis, je pense qu'on a des compétences locales pour y arriver, quoi. Après, c'est comment est-ce qu'on va réussir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être très opérationnel. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait des missions comme ça, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, le bloqueur, c'est logistique. Et comment je collecte. Si je veux faire du remanufacturing, OK, il faut que je dimensionne mes lignes de fabrication pour pouvoir faire le diagnostic, démonter mes pièces, remettre des pièces. Mais le premier problème, c'est surtout comment je collecte mes produits en fin de vie, quoi. Donc, il y a toutes ces filières qu'il faut créer. Et en fait, si on commence à faire ça, je pense qu'il va y avoir des effets un peu justement exponentiels où, à partir du moment où j'ai un certain nombre de filières qui sont créées, les filières que je vais mettre en surcouche de tout ça, elles vont être plus rapides à se mettre en place. Donc, je crois vraiment que cet effet exponentiel va pouvoir arriver à un certain moment. Pour l'instant, on en est encore très loin, malheureusement. Et puis, il y aura sûrement des décisions politiques qu'il faudra être capable de prendre parce que si on fait ça et qu'on est complètement déconnecté du reste du monde, on risque d'être sous-compétitif pendant un certain temps. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer ces problèmes de souveraineté où il y a l'IRA aux États-Unis, il y a la Chine qui se protège aussi, et nous, on est un peu quand même naïf, quoi. Donc, on commence à être moins naïf, mais bon, il va falloir qu'on le soit beaucoup moins, quoi. Tu viens de donner 2-3 idées business à Jean-Baptiste, qui est le spécialiste de la log, là, il va être content. Il y a déjà pensé, t'inquiète pas. je me doute, ouais. Et du coup, dernière question, parce qu'on commence à exploser le temps, mais c'est assez passionnant. Tu parles de l'IRA aux US, tu parles de la Chine, etc. Si on se concentre, comme on a Philippe qui nous vient du Luxembourg, on va parler Europe plus que France. La réindustrialisation de l'Europe, c'est quoi les bloqueurs aujourd'hui? Et peut-être plus sur la France que tu connais Ouais. que le reste des pays, mais qu'est-ce qu'il Ouais, faut réussir à craquer là?
Ouais, je vais faire la réponse rapide parce qu'on a plus trop de temps, mais il y a avoir des terrains pour bâtir, quoi. C'est con, mais il y a plein d'industriels que je connais. Il y en a plein des friches industrielles. Ouais, il y On en n'est a, mais pas. du coup, donner accès. Et là, franchement, les institutionnels sont dessus, ils veulent s'y mettre, mais c'est long parce qu'on est, voilà, on est dans une bureaucratie qui est complexe. Et en fait, il faut que si je veux faire une usine, il faudrait que je puisse avoir, dans 2 mois, il faut que j'ai le terrain, quoi. Et puis que j'ai juste le temps de bâtir l'usine et que, en gros, dans 1 an, mon usine, elle démarre, quoi. C'est ce qu'il faudrait idéalement, même voir moins, si on veut être compétitif par rapport à la Chine aux US. Donc ça, c'est super important. Mais plein de politiques veulent s'y mettre localement, et donc je pense que ça va finir par déboucher ça. Et il y a plein de terrains en friche qu'on peut rebasculer. Il y a le financement des startups industrielles quand elles passent la barre des 100 millions. En fait, enfin, vous avez eu, as eu Antoine Hubert ici, tous les gens qui sont sur un scale-up te Ouais. disent en fait, et en fait, ça va être pareil pour les industriels qui vont vouloir lancer de nouveaux modèles d'affaires. À un moment donné, il faut être capable de financer ça. Donc, soit ils autofinancent, soit il faut qu'il y ait en fait des leviers de financement qui puissent être pas que publics. En fait, il faut que le privé, en fait, qu'il y ait des fonds qui soient pas que sur, enfin, qui se mettent beaucoup plus sur la partie industrielle. Donc ça, je pense qu'on n'est pas à l'échelle. Hein. Tesla tout seul va investir 150 milliards d'ici à 2030. Et nous, notre plan France 2030, c'est grosso modo 50 milliards. Donc, c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc, je suis pas en train de dire que la puissance publique doit tout faire. Et c'est juste pour dire que les ordres de grandeur, à mon avis, actuels, sont pas encore à l'échelle pour qu'on y arrive. Il y a la méthode de transfert, bon, ça, on en a pas mal parlé. Et puis, un dernier angle qui, à mon avis, est totalement sous-discuté, c'est l'énergie. Il y a un vrai Ouais. problème pour moi en Europe. Juste en France, on va consommer 50% de plus d'électricité en 2030 qu'on en consomme aujourd'hui. Donc, juste ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on crée de la Attends, déjà, capacité on a passé supplémentaire. l'hiver, arrête. Oui, je sais. Excuse-moi, je me projette trop loin pour aller. On a déjà passé l'hiver, c'était pas si mal. Ah, mais du coup, comment est-ce qu'on se met en mode agile pour construire des réacteurs nucléaires à tout va, peut-être développer aussi les renouvelables. Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques sur quelle source d'énergie est meilleure qu'une autre, Ouais. mais en tout cas, juste, je ne vois pas le truc. J'ai l'impression que c'est un énorme angle mort et qu'on va se réveiller en 2026 en mode oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de quoi produire d'électricité. Bah, on va aller acheter de l'électricité aux Chinois ou à je sais pas qui est super polluante. Enfin, voilà. Donc ça, Aux voilà. Allemands, qui est hyper carboné, par exemple. Ouais, et aux Allemands. Et puis après, il y a les compétences, évidemment. Donc ça, c'est un plan de long terme, mais on a perdu tellement de temps pendant 30 ans à dire que l'industrie, c'était pas bien, que du coup, on n'a plus de tourneur fraiseur, on n'a plus de compétences de base, de chaudronnier et tout. Donc ça, il faut qu'on s'y remette. On commence à s'y remettre, mais il faut s'y remettre beaucoup plus. Et, Puis, ouais. Et du coup, ça me permet de répondre à une question qui est posée par Ashraf, ouais. j'entends beaucoup parler de la data dans votre présentation, mais pas de data engineer avec qui vous avez travaillé. Quels sont les profils tech avec qui vous travaillez dans la transformation de vos clients? Avant que tu répondes à ça, moi, j'ai juste une remarque. Il y a eu des brouettes entières là, de gens qui se sont fait virer de grandes startups françaises. Des profils tech, actuellement, il y en a. Si vous savez les attirer par la mission, franchement, vous avez vous avez des pépites qui sont disponibles actuellement et n'hésitez pas, quoi. Allez voir des gens qui viennent, des GAFAM, qui viennent d'ailleurs, ils sont disponibles. Du coup, sauf si tu voulais rebondir sur cette dernière remarque, je vais te poser la dernière question. Tu as un argument à donner à un jeune là, qui voudrait, pourquoi il faut qu'il vienne dans l'industrie actuellement? J'en ai plein, mais peut-être celui qui va plus parler à la nouvelle génération, c'est qu'en fait, l'industrie, c'est quand même environ entre 30 et 40% des émissions de CO2 dans le monde. Donc déjà, si on veut s'attaquer au sujet, il faut s'attaquer au secteur industriel. Donc ça, c'est juste la transformation par l'intérieur. Et puis après, surtout, moi, je crois que l'industrie sera la solution à pas mal de problèmes, notamment par l'industrie circulaire, par la relocalisation à ce sujet-là. Donc je pense qu'on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans transformer l'industrie. Donc je pense que ça, c'est le principal. Puis après, il y a toute la passion que j'ai pour les métiers industriels, mais qui est très dépendant des personnes, donc qui est plus compliqué, difficile à partager. Bon, bah, écoute, merci Mika pour tout ce partage. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Je suis sûr que nos membres également. Je vais te laisser retourner réindustrialiser la France, du coup. Pendant ce temps, je vous rappelle que ce webinaire, si ce webinaire vous a plu, vous pouvez nous rejoindre sur industrie.org. Vous y retrouverez vos pairs, des actualités sur le sujet et des formations gratuites. Donc, à très vite sur industrie.org.